Bonjour à tous, merci de vous joindre à cette session sur la résistance aux herbicides. Maxime Bénichon, chef produit herbicide. Je vous propose de suivre ce module sur la résistance en commençant par qu'est-ce que la résistance, pourquoi la résistance aux herbicides et enfin comment identifier la résistance aux herbicides. Alors tout d'abord, la résistance aux herbicides est un phénomène mondial. Elle concerne 235 espèces qui sont majoritairement des dicotylédones, identifiées dans plus de 65 pays et sur plus de 80 cultures. De très nombreuses familles chimiques sont concernées, et avec des cas confirmés de résistance enregistrés sur 22 des 25 modes d'action disponibles. Il existe deux types de résistance. La résistance liée à la cible, qui est une résistance qu'on expliquera par des mécanismes génétiques, et une résistance non liée à la cible, qui sera, elle, plus expliquée par des mécanismes métaboliques de la plante. La résistance liée à la cible est au moins induite avec une mutation dans le génotype de la plante qui est naturelle et le plus souvent préexistante au traitement herbicide. Elle empêche donc l'herbicide de se fixer sur son site d'action habituel. L'incidence au champ de cette résistance sera une inefficacité totale de l'herbicide sur les individus qui auront cette mutation. Cette résistance sera induite à tous les produits qui se fixent sur la même cible. La résistance non liée à la cible est induite par une capacité naturelle et préexistante de l'individu à métaboliser en composés inactifs ou à isoler rapidement l'herbicide dans la plante. Elle empêchera donc l'herbicide d'avoir cette action létale sur les adventices. Son incidence au champ est donc une efficacité variable des individus résistants. Et il peut potentiellement y avoir des résistances croisées difficiles à prédire au champ entre différents modes d'action. En France, nous faisons clairement la distinction entre la résistance aux graminées et aux dicotylédones. Concernant la résistance aux graminées, cette résistance est aujourd'hui installée dans tous les bassins céréaliers et un très grand nombre d'hectares sont aujourd'hui concernés. On retrouve les deux mécanismes de résistance. Concernant cette gestion de la résistance, elle est très complexe et imprévisible à la parcelle, puisqu'aujourd'hui, peu de modes d'action et de familles chimiques sont disponibles et efficaces. Cela induit, pour les agriculteurs, des coûts de programme en nette augmentation. D'un côté, prévention de cette résistance aux graminées, elle n'est bien entendu plus d'actualité, puisqu'elle est largement répandue et elle est souvent induite par l'accumulation de mauvaises pratiques agronomiques et chimiques. La résistance dicotylédone en France est quant à elle réservée à quelques parcelles. Elle est donc ponctuelle. Elle concerne le coquelicot, la matricaire, la stellaire et nouvellement l'ambroisie. Concernant les cas analysés par notre société, aujourd'hui, nous identifions seulement de la résistance par mutation de cible. Dans ces cas de résistance, elle est clairement induite par des mauvaises pratiques qui sont, dans 80% des cas, de la monoculture et pas du tout, d'alternance aux modes d'action chimiques disponibles. Dans sa gestion, elle est donc très simple, puisque en alternant les modes d'action et avec une large panoplie encore disponible, il est assez simple de faire de la prévention quant à ce mécanisme et à cette gestion de la résistance dicotylédone. Dans cette deuxième partie de session, je vous propose d'étudier les facteurs d'apparition de la résistance dans les parcelles. En premier lieu, il est important d'étudier la biologie des espèces dans les parcelles et d'ensuite regarder leur fréquence dans la rotation. Enfin, le plus important sera d'identifier les pratiques à risque chimiques et bien entendu les pratiques à risque agronomiques. Les différents critères à observer sur la biologie des espèces sont, bien entendu par ordre d'importance, le niveau de population et de pression de l'adventice dans les parcelles. En deuxième lieu, il est important aussi d'observer la période de levée durant la saison, la profondeur de levée des adventices, la production de graines que l'adventice peut faire en cours de saison, la dormance des graines dans le sol, le taux de reproduction et de germination des graines, le taux annuel de décroissance des graines dans le sol, la longévité des graines,
les mécanismes de pollinisation et les mécanismes de dispersion des graines, notamment les graines qui peuvent se disperser par le vent. Après étude de tous ces critères, on pourra identifier les mesures pour diminuer la pression de sélection de ces adventices aux herbicides. Les pratiques chimiques, par ordre d'importance, sont l'emploi répété du même herbicide ou de la même famille de produits, avec peu d'alternance des modes d'action, ou l'utilisation d'herbicides à site d'action unique, mais encore les conditions d'utilisation de l'herbicide. Il est important d'utiliser les herbicides sur des adventices peu développés à des doses efficaces, comme cela peut être recommandé sur leur étiquette. La période d'application répétée du même herbicide peut aussi avoir une influence sur la pression de sélection et le développement de résistance. Mais encore, il est aussi important, en cas d'échec de désherbage, d'avoir recours à un rattrapage avec un mode d'action différent. Enfin, on évalue souvent trop peu l'impact de retrait de certaines matières actives et dans ces situations, le recours ou au seul mode d'action herbicide qui reste disponible sur cette culture. Enfin, l'abandon de certaines pratiques agronomiques au profit de la rentabilité de l'agriculteur peuvent aussi avoir un impact très important dans la pression des adventices. Par exemple, les pratiques agronomiques à risque identifiées sont la mauvaise gestion du stock semencier sans distinction d'espèces, voire même de biotypes d'adventices résistantes ou sensibles. Parmi ces facteurs à risque, on va retrouver la précocité des semis des céréales, ou encore la faible densité des semis, ou encore l'implantation en non-labour régulier, voire même en TCS, qui vont favoriser l'émergence des graminées. On va aussi retrouver les rotations courtes, ou les monocultures, qui ne cassent pas le cycle de l'adventice. Je vous propose maintenant d'étudier quelles sont les observations qui peuvent entraîner une suspicion de dérive de sensibilité d'une population adventice. Par exemple, le produit n'a pas fonctionné sur une espèce en particulier, jugée sensible pourtant, alors qu'il a très bien fonctionné sur les autres espèces dans la parcelle. Dans d'autres situations, l'efficacité du produit est aussi très hétérogène sur l'adventice ciblée. Pour certaines adventices, il a très bien fonctionné, alors que pour d'autres, il n'a pas du tout fonctionné. Il est aussi important de se poser les bonnes questions sur l'historique de la parcelle. L'adventice est-elle mal contrôlée depuis plusieurs années? Est-elle en croissance dans la parcelle? Et enfin, il faut regarder les conditions d'application de l'herbicide. Ont-elles bien été respectées? Il est important, dans l'évaluation à la parcelle de l'efficacité du programme, d'évaluer toutes les causes possibles et de formuler des hypothèses. Dans la situation où les conditions d'application de l'herbicide ont été respectées, on peut en effet se poser la question d'une suspicion de résistance. Mais dans ce cas, il est aussi important de gérer cet échec de désherbage, en retraitant avec un produit efficace, agissant avec un mode d'action différent de ceux déjà utilisés auparavant dans ce programme, et récolter les parcelles sales en dernier. Lorsque l'on va formuler l'hypothèse d'une suspicion de résistance, deux tests sont aujourd'hui possibles. On peut faire un test en prélevant des graines, puis en les faisant germer, et on va mesurer l'efficacité de chaque spécialité sur les adventices qui vont lever. Dans cette situation, on pourra confirmer ou non la résistance, sans la qualifier néanmoins si c'est une résistance par mutation de cible ou non liée à la cible. Le délai de ce test est assez long puisqu'il faut attendre environ 6 mois. Bien entendu, il présente de nombreux avantages puisqu'on pourra tester de nombreux produits et apporter les solutions efficaces à la parcelle. Les inconvénients, bien entendu, seront le temps, le coût et la nécessité de prélever une grande quantité de graines dans les parcelles. Il est aussi possible de réaliser des tests sur feuilles, nommés tests PCR. On va, dans ce cas, classifier les individus résistants ou non résistants. Néanmoins, on identifiera seulement des résistances par mutation de cible. Les délais de résultats sont d'environ 1 mois. Vous l'aurez donc compris, l'avantage de ce test est sa rapidité, mais aussi son coût. Mais encore, la facilité de prélèvement, puisqu'il faut prélever environ 20 à 50 feuilles dans la parcelle. Ce test est disponible pour différentes dicotylédones dans notre société, comme le coquelicot, la matricaire, la stellaire. Les inconvénients de ce test, néanmoins, sont que l'on va tester uniquement une seule famille chimique de produits. Il va être disponible
uniquement pour certaines adventices. Et enfin, nous n'allons pas identifier la résistance non liée à la cible. Pour conclure cette session sur la résistance aux herbicides, je vous propose d'étudier un cas concret, la résistance des coquelicots au sulfonylurée en France. En effet, au travers des cas remontés dans notre société, nous avons pu analyser les causes de résistance. Dans la majorité de ces cas, les agriculteurs étaient en situation de monoculture avec une utilisation quasi systématique de sulfonylurée sans alternance avec d'autres modes d'action efficaces sur le coquelicot. Il y avait aussi de nombreuses situations, après un échec, les agriculteurs ne rattrapaient pas avec un mode d'action efficace sur les coquelicots. Et enfin, dans certaines situations, on a pu constater aussi des contaminations possibles avec les outils de récolte entre les parcelles. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention, en espérant que cette session sur la résistance aux herbicides vous aura apporté des éléments de langage et de compréhension dans ce cas.